Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour Béla. Bonjour Diane. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast Marqueur et de faire partager une thématique chère à tes yeux, le numérique responsable, auprès de mes auditeurs. Alors, en petit clin d'œil, on vient terminer notre café des cas après une animation d'atelier ensemble à l'Académie du Climat, on en reparlera tout à l'heure, sur un profil de classe de CM1 et sur la sensibilisation autour des enjeux. Et donc, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et après, tu auras le droit d'ajouter des points, de rectifier si tu le souhaites. Donc, depuis plus de 10 ans, tu es fondatrice de l'association Point de Mire, maison de l'informatique plus responsable, que tu co-gères avec Céline Ferré, et dont l'objet est de sensibiliser le grand public, justement, aux impacts environnementaux du numérique, aussi bien des juniors que des seniors, des adultes, via des formations. Précédemment, tu étais enseignante dans des lycées. Tu as bifurqué vers ta passion avec une carrière musicale. Tu as monté un studio d'enregistrement, de création musicale. Peut-être que tu en parleras aussi. Tu as enseigné la bureautique et il y a eu à un moment donné un déclic de changement de pratique numérique et de souhait de transmission d'échange. Peut-être aussi ton parcours d'enseignant qui t'a donné envie de transmettre sur ce sujet-là. Donc, tu donnes des formations. Tu as aussi rédigé le guide du numérique plus responsable de l'ADEME, version 2020. Et tu te définis comme observatrice attentive de l'ébriété numérique, avec évidemment des avis bien tranchés sur le sujet. Et je t'attends sur tes avis bien tranchés, évidemment. Est-ce que ça te va ? Est-ce que tu veux compléter d'autres points ? Ah non, c'est super. On a l'impression d'avoir vécu longtemps avec ton petit descriptif. Je te remercie beaucoup. Merci pour l'invitation, déjà d'une part. Je voudrais juste compléter peut-être la question sur l'équipe de Point de Mire. Oui. Où j'aimerais dire qu'effectivement, grâce à Céline Ferré, cette association a pris de l'ampleur. J'étais un peu seule maîtresse à bord au départ, un petit peu esselée. Mais au-delà de ça, au-delà de son apport, il y a eu effectivement, on a de plus en plus d'adhérents et d'adhérentes, notamment justement dans le cadre de l'Académie du Climat. Donc c'est important de le souligner, parce que c'est vrai que sans eux et sans elles, ce serait un peu difficile de tenir la route sur ces actions-là. Donc ils sont effectivement fondamentales. Mais sinon, l'ensemble va bien. Tu as souligné une chose qui est très importante effectivement dans ma vie, c'est cette espèce de fil rouge qui est effectivement, tu as parlé de l'enseignement, en tout cas la question de la transmission, effectivement, ou peut-être un peu de la pédagogie aussi. C'est vrai que quelle que soit la discipline finalement que j'ai pratiquée, qui m'a intéressée, qui ont été très changeantes finalement, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très instable finalement de loin. Mais il y a une ligne rouge, un fil rouge qui est parfois une ligne rouge d'ailleurs, qui est effectivement la transmission quel que soit un peu le sujet, parce qu'au départ c'était sur la science économique, ce qui m'a politisé beaucoup mon discours d'ailleurs, et qui m'a donné aussi une compréhension du monde qui est très terre à terre et à la fois philosophique, donc l'économie politique comme on disait à l'époque. Le fait aussi que je sois ancienne créatrice, je ne le suis plus, mais en tout cas, je dis ça un peu avec nostalgie, je reconnais, mais le fait d'avoir créé pendant pas mal d'années et d'avoir été immergée dans le son, dans la question audio et dans la création, donc m'a fait avoir aussi un regard peut-être assez différent sur la durabilité que j'ai ensuite découvert par la suite, et notamment à travers le numérique. C'est le fait aussi que j'ai toujours en ligne de mire et en fond dans la tête que sans la création, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on peut être engagé, on peut faire beaucoup de choses, mais si on n'a pas cette espèce de dimension créatrice, je pense qu'on n'a pas forcément assez d'armes pour combattre nos ennemis, notamment les ennemis climatiques et autres, puisqu'on en a plein à envisager. Donc voilà. Donc pour pouvoir agir, je pense qu'il faut quand même une dimension créatrice, sinon on est un peu trop terre à terre.
Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés en 2021 où j'ai suivi une formation sur le numérique responsable avec l'agence Lucie, fan du parcours et du programme de formation, de ta façon de transmettre, de donner envie, de faire passer aussi des messages comme ça. Donc, c'était une belle rencontre à l'époque. Alors, si on en revient sur les sujets du numérique responsable, quels sont les enjeux actuels? Qu'est-ce que tu mets derrière le numérique responsable? Là, on l'a vu avec la classe de CM1, il a fallu expliquer qu'est-ce que c'est que le numérique ou c'est quoi d'être responsable pour allier les deux. Là, ma cible est plutôt adulte. Alors, numérique responsable, c'est vrai que c'est une expression qui est un peu énigmatique d'un certain point de vue. En même temps, comme tu dis, quand on est adulte, on devrait tous à peu près savoir ce que c'est qu'être responsable. Je trouve que c'est un adjectif qui est magnifique. Ça peut souvent être considéré comme quelque chose d'un peu contraignant, responsable, c'est-à-dire il y a la notion de faute souvent derrière. Et ce que je trouve au contraire intéressant, c'est de souligner la beauté de ce mot. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on a des enfants, ou même on est responsable de ses enfants, ou quand on est tout simplement amoureux, quand on a des amis ou des proches, ou des amoureux, on est aussi responsable de ces proches-là. Et c'est quelque chose qui est magnifique à porter, en fait, parce qu'on se sent redevable, responsable au sens où on y est pour quelque chose, en fait. Et donc, être responsable, finalement, c'est y être pour quelque chose et pouvoir agir dans un sens qui soit positif et bienveillant. Et voilà. Et donc, le numérique responsable, ce serait de faire du numérique, justement, de manière bienveillante, positive, digne de l'intérêt général, qui aille dans le sens de l'intérêt général et voilà, qui soit vraiment intéressant pour tout le monde. Ce qui n'est absolument pas le cas, mais en tout cas, c'est un objectif qui est tout à fait intéressant à poursuivre et à atteindre idéalement. Moi, j'ai une autre point de mire, donc tu parlais de cette association-là. Elle a un peu lancé cette notion de plus durable, de plus responsable, c'est-à-dire numérique plus responsable, parce qu'on a considéré que le numérique responsable, c'était un peu quelque chose un oxymore dans un coin, comme l'était d'ailleurs profondément le Green IT à l'époque. Donc le numérique plus responsable, ça rend déjà un peu plus prudent, ça montre que c'est un objectif qu'on peut essayer d'atteindre, mais qu'on n'a pas du tout la vérité universelle, et puis on n'est pas, ça y est, on fait du numérique responsable, donc on est parfait, on est super. Non, on est loin d'être parfait. Donc tout ça, c'est perfectible, tout ça, c'est à atteindre avec le temps, mais on insiste, avec ce plus responsable, on insiste sur cette question de tendance et d'objectif qu'on doit essayer d'atteindre. Et puis sinon, la définition, il n'y en a pas qu'une seule, mais pour moi, la définition, c'est ça, c'est un peu, je reviendrai sur la phrase que j'aime beaucoup d'André Gorz, qui est « Seul est digne de toi, ce qui est bon pour tous ». Donc pour le numérique, c'est pareil, c'est-à-dire quel que soit finalement, le numérique, c'est une chose parmi d'autres. C'est vrai que c'est transversal, donc on en fait tout un énorme chose et c'est normal, parce que ça atteint tous nos petits secteurs d'activité. Mais on peut difficilement dire à l'heure actuelle que le numérique est bien pour tous. Enfin, je veux dire, il y a qu'à voir la question de la fracture numérique, pour le coup. Il n'y a qu'à voir dans le monde entier, si on ne regarde pas que notre nombril, si on regarde la planète entière, on est loin d'une équité à ce niveau-là. Et puis socialement parlant, ça creuse complètement ça creuse énormément il y a des failles entre nous, entre différents groupes sociaux. Donc on est absolument loin d'un numérique équitable. Et puis surtout vis-à-vis de la planète, en effet, enfin c'est pas surtout, et de plus, avec la question de la planète, on est devant un illimitisme absolument débridé. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler d'ébriété numérique. C'est qu'on est dans un illimitisme absolu qui fait qu'on n'a pas conscience, on ne veut pas avoir devant nous des limites. C'est-à-dire, on ne considère pas que ça soit pas possible. Donc, tout est possible, partout ailleurs, n'importe quand, à tout moment, à tout instant. Et en plus, il faut que ça aille vite. Donc, tout ça n'est pas... Des limites, on en aura. Voilà, on va avoir des limites, on en a déjà bien évidemment, et on en a à tous les niveaux, et notamment dans ce fameux numérique qui devrait être responsable, ce serait de tenir compte de ces limites, et notamment des limites abiotiques, donc en termes de ressources naturelles non renouvelables, typiquement tout ce qui est minéral et métallique, grosso modo. Et du coup, effectivement, si on veut continuer à avoir de la matérialité, c'est-à-dire des appareils, des devices, comme on l'entend maintenant, c'est-à-dire un smartphone, un ordinateur, ce que vous voulez, eh bien, il faut tenir compte effectivement de cette notion de limite. Il est fort possible qu'on on n'ait que quelques générations à venir, 1 à 2 selon certains experts. C'est très court, 1 à 2 générations, c'est demain.
toi qui as des enfants plus jeunes que les miens, c'est déjà, et puis même mes propres enfants, la vingtaine, c'est déjà leur demain à eux et à elles. Donc c'est important de souligner cette notion-là. Et cet illimitisme est un terme que j'aime bien. Donc on peut parler de finitude, on peut parler aussi de tout dépend de quel axe on prend. C'est important de se dire que le puits n'est pas sans fond. Et ça, c'est important parce qu'on doit partager et on doit faire moins pour pouvoir être dans une durabilité. C'est justement des sujets qu'on aborde avec les ateliers animés sur la thématique du voyage au cœur de nos smartphones, de se rendre compte que il y a une énorme partie qui concerne la partie d'extraction de matières premières, la fabrication dans le cycle d'analyse de vie du produit au niveau des appareils digitaux, c'est ce qui prend la plus grande part d'empreinte carbone et de nécessité. Est-ce que tu as des points de vigilance ou des exemples, tu vois, de minéraux ou de dates de fin ou d'extrait de terres rares, justement? Alors, c'est vrai qu'en termes de date de fin, c'est vrai qu'on a assez envie de savoir, finalement. Après, il faut être très prudent par rapport à ça. Donc, il y a certaines sources qui nous donnent des échelles, en fait, une espèce d'espérance de vie, on pourrait dire ça comme ça, pour que le public comprenne mieux. Le premier élément, qui est un élément métalloïde, enfin, fait partie de la table des éléments. Donc, c'est par exemple l'antimoine qui a, me semblerait-il, alors encore une fois, on n'est pas à la virgule près, c'est des ordres de grandeur, mais on est entre, grosso modo, une petite dizaine d'années, 15 ans, il y en a qui disent même moins que ça. Alors 10 à 15 ans, c'est vraiment demain matin, quoi. On en a besoin, c'est un retardateur de flamme, on en a besoin pour plein de choses, pas seulement dans l'électronique. Après, il y a effectivement le cuivre, qui n'est pas celui qui est enfin, on ne voit pas sa pénurie tout de suite, mais compte tenu du fait qu'on en demande énormément, effectivement la demande est très très forte, du coup, pareil, le puits n'est pas sans fond, y compris pour le cuivre. Donc même s'il a toujours été très abondant dans la croûte terrestre, en fait, il n'en reste pas moins vrai qu'il commence à être un peu plus poussif. Donc je crois qu'il est autour de une trentaine ou quarantaine d'années. Mais encore une fois, restons pas sur les chiffres près, simplement se dire que là, on commence à voir déjà la fin. Donc il y a certains métaux qui sont vraiment très critiques aussi, pour d'autres raisons, pas géologiques, mais des raisons aussi géostratégiques. Par exemple, dans les ateliers qu'on a fait ce matin ensemble, on a bien vu que, on a pu l'expliquer aux enfants, on a bien vu que, par exemple, il y avait certains métaux qui étaient non seulement géologiquement moins présents dans la croûte terrestre, mais aussi qui pouvaient être donc une notion de rareté, effectivement, mais aussi une notion de difficulté d'exploitation. Voilà, notamment ce qu'on appelle les terres rares, qui est un terme que les gens connaissent. Et du coup, qui sont très peu mécanisables, qui sont en plus extrêmement polluants. Et puis, on a la question géostratégique. Les enfants, ce matin, se sont bien rendus compte qu'on avait, par exemple, beaucoup la Chine qui revenait, évidemment. Alors, Deng Xiaoping, par exemple, c'est peut-être ta période aussi. Moi, j'ai appris ça à l'école, je me souviens de Deng Xiaoping, un de nos dirigeants mondiaux de l'époque, ça ne rajeunit pas. Lui disait, la Chine n'a pas de pétrole. Alors nous, on disait qu'on avait des idées en France, je me souviens, c'était un slogan. Et lui, il a trouvé un slogan magnifique qui était « On n'a pas de pétrole, mais on a des terres rares ». Il l'a dit il y a une vingtaine d'années. Et ça, c'est très très fort. Ça, je l'ai relu dans un livre de Guillaume Pitron. Et ça, c'est très fort parce que c'est très vrai. En fait, ces fameuses terres rares, ces fameux métaux particuliers sont effectivement... la Chine a le monopole de ces métaux-là sur une proportion incroyable, quoi. Donc ça, c'est aussi vraiment une question géostratégique, parce qu'il suffit que la Chine dise « Ah ben non, moi, je t'en file plus, pas autant que tu voudrais ». Ça a été le cas avec le Japon il y a quelques années. Là, il faut revoir nos plans, si c'est comme ça. Et on a bien vu pendant la période un peu de crise sanitaire, il y a quelques mois de ça déjà, qu'il y avait des choses qui coinçaient en termes de composants. On n'était pas déjà dans la question métallique et tout, mais on était sur le niveau 2, c'est-à-dire les composants, les choses qui commencent déjà à être fabriquées. Et là, on a vu que ça coinçait par notamment les semi-conducteurs. Tous les appareils ménagers électriques, de toute façon, on est obligé aujourd'hui, il n'y a pas de fabrication purement européenne ou française, on est obligé de passer par l'Asie, et donc ça implique un certain nombre d'incidences. Et alors, quand on dit, OK, il y aura les terres rares qui vont se terminer, mais ça sous-entend le matériel, peut-être on peut le recycler, réutiliser, d'autres choses, ou si on en revient à l'utilisation plus propre dans une entreprise où le dirigeant va dire, OK, si j'ai envie de faire un peu du numérique plus responsable, qu'est-ce que je dois faire? Alors, moi, je vais bien répondre à ta question, et évidemment avec plaisir, parce que c'est le sujet. Je vais juste revenir sur la notion de recyclabilité sans rentrer dans les détails.
ce qu'il faut vraiment idéalement savoir, c'est que le numérique, comme tu le sais bien toi, est quasiment pas recyclable. Alors je fais exprès de le dire comme ça, évidemment nuancer les propos, mais on n'a pas le temps de le faire. Mais par contre, c'est très peu recyclable, ce qui est le numérique responsable, le numérique, pardon, qui serait, lapsus intéressant, qui serait vraiment vertueux et qui rejoindrait l'économie circulaire, c'est un numérique où on ne ferait que du réemploi. C'est-à-dire où on ne passerait pas par la case déchets, où on ne passerait pas par la case je fais fondre mes matériaux, etc. Parce qu'il y a très très peu de matériaux qui sont vraiment recyclables à 100%, loin de là. Il y a plein de taux très différents. Il y a beaucoup de métaux qu'on utilise dans l'électronique. Ils sont recyclables qu'à hauteur de 1%, donc c'est vraiment pas assez. Alors pour revenir à ta question, effectivement, une entreprise, elle peut agir sur... Il y a deux pôles essentiels à mes yeux, enfin trois on va dire à mes yeux, pour essayer de résumer la question. C'est effectivement que l'entreprise, alors celle qui utilise, mais même celle qui va faire du numérique, les ESN et autres, mais celle qui va l'utiliser, se concentre vraiment sur son acquisition de matériel et sur l'allongement de la durée de vie du matériel. Donc l'acquisition, le moment de l'achat, ou surtout le moment du non-achat, mais au moment de l'achat, puisqu'à un moment donné, quand même, on est obligé de le faire, il faut se concentrer sur, évidemment, acquérir, reconditionner idéalement. Et encore là, je vais rajouter une couche, c'est reconditionner local, circuit court, et essayer d'éviter le plus possible les plateformes qui sont pas forcément toujours si transparentes que ça. Il y en a qui sont très bien, d'autres qui le sont moins. Donc, mais par contre, le circuit court, typiquement les ateliers du bocage français, puis pas si loin que ça, c'est très intéressant. Et puis en plus, ça fait travailler, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire, ça fait travailler des gens très bien et qui ont des difficultés à parfois intégrer dans le monde du travail, etc. Donc c'est super chouette, c'est très vertueux à tous les niveaux. Et donc ça, c'est un pôle important. L'allongement de la durée de vie du matériel et l'achat, du coup, responsable et vertueux. Le non-achat, surtout, j'insiste. Et puis, il y a la partie vraiment, pour à la fois les entreprises utilisatrices et les ESN, du coup, l'éco-conception de produits et de services numériques. La partie vraiment de l'éco-conception, et moi je dirais plutôt, là c'est parce que j'ai l'habitude de dire éco-conception, mais plutôt conception responsable de services numériques. Et là, on va rejoindre évidemment les questions de communication aussi. Dans l'éco-conception de services numériques ou la conception responsable, on va rejoindre un certain nombre de pratiques visant à optimiser le contenu de manière plus responsable. On ne va pas balancer dans la nature n'importe comment, n'importe quoi. Donc ça fait partie de ça, y compris de la conception et de l'éco-conception éditoriale, c'est-à-dire en termes de contenu. Mais ça te parlera plus puisque c'est ton métier, c'est pas le mien. Et puis, le troisième volet, je dirais, pour vraiment simplifier, mais aller vraiment à l'essentiel, c'est le volet fin de vie, qui rejoint le premier, bien évidemment, et donc qui pourrait participer à cette économie circulaire, en tout cas ce cercle vertueux, qui serait vraiment être absolument attentif à faire du réemploi en tant qu'entreprise et à pouvoir effectivement faire des dons, etc. Et passer, bien évidemment, dans le cadre du cadre réglementaire français qui nous vient des directives européennes et qui ont été effectivement... On a la chance d'avoir un cadre réglementaire très bien fait, donc il faut en profiter. On sait qu'il n'y a pas tout à fait un tiers, si on base sur le baromètre 2020 de l'AGIP, même pas un tiers des entreprises qui respectent, ou en tout cas qui connaissent, c'est pas qui respectent, c'est qui connaissent la législation. Il y a déjà cette étape-là. Voilà, il faut connaître, exactement. Et la connaissance, ça rejoint un petit peu toute la question, et c'est aussi, je dirais, le préalable des trois piliers dont je t'ai parlé là, que j'ai évoqué, c'est la connaissance avertie, la connaissance analytique. C'est-à-dire, effectivement, je fais une grande, là j'empiète peut-être un peu, mais je fais une très, très grande différence entre l'information, la sensibilisation et la formation. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression, et je suis assez inquiète de ça, j'ai l'impression que les trois choses, information, sensibilisation, information, sont souvent confondues. L'information, c'est pas forcément de la sensibilisation. L'information, elle est brute, elle est soit analysée par un journaliste qui fait bien son boulot, soit elle ne l'est pas, soit elle est totalement brute, etc. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on n'a pas les filtres qu'il faut? Donc, c'est compliqué. La sensibilisation, c'est non seulement adapter, pédagogue évidemment, mais adapter l'information, c'est aussi commencer à l'analyser, mais c'est aussi beaucoup, et ça rejoindra ton marqueur, justement, ça rejoint aussi de comment je parle au cœur des gens. La sensibilisation, c'est rendre sensible le fond, et donc parler au cœur, parler à l'âme, le cas échéant, moi j'aime bien aussi parler de l'âme. Donc c'est vraiment rendre sensible
la question pour que ça puisse nous parler, qu'on ait à la fois le sourire à la fin, mais c'est surtout qu'on se dise, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas m'empêcher, je ne pourrais pas faire autrement que désormais ou à partir de demain, faire des choses beaucoup plus vertueuses. Donc c'est parler au cœur, et donc là je te rejoins pleinement sur le titre du sur podcast. exactement, Ouais. absolument, là-dessus, tout à fait. Ça Et puis t'intéresse. marqueur au sens de marquer, évidemment, Ouais, bien sûr, c'est très complètement. bien. C'est ça. Il faut scander quand même pas mal les choses dans ce milieu-là, parce que le confort du numérique est tel, ce qui nous apporte à tous, y compris à nous-mêmes et à moi-même aussi, le confort est tel qu'on en oublie l'essentiel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je dis le confort en dehors, c'est ça, c'est qu'on s'endort et puis on est bien. Et réveille-toi, pince-moi, je rêve, réveille-toi, 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 sans arrêt. Oui, et notamment pour les générations futures. C'est vraiment ça, c'est de se dire, on a notre objectif de 2 tonnes en 2050, qu'est-ce qu'on fait de façon individuelle et qu'est-ce qu'on fait au niveau entreprise de façon collective. Ben oui, c'est ça. On est là. C'est ça. Alors, c'est des choix qui sont à faire. Là, tu parles des 2 tonnes, et encore, ça, c'est un des ennemis qu'il faut combattre, mais il y en a plein d'autres, puisque si on parle d'empreinte environnementale, ça va être beaucoup plus large. Donc, c'est vrai que l'empreinte carbone, il faut la réduire, comme tu l'as précisé. Arriver à 2 tonnes, ça serait idéal. On est absolument très, 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 très loin du compte. Mais en même temps, on peut quand même faire notre petit calcul et notre petite tambouille perso, qui fait que on peut se dire, bon, moi, 2 tonnes, j'ai combien? Alors, je vais aller sur le calculateur de l'ADEME, idéalement, par exemple, puis on va essayer de se faire des petits calculs. Ah, je suis à 5 tonnes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, ça, ça et ça. OK. Si je suis à 8 tonnes, ça veut dire que, voilà, j'ai pris beaucoup l'avion l'année dernière, par exemple. C'est pas mon cas, mais si j'avais 8 tonnes, ça serait ça. J'ai peut-être une voiture personnelle. Peut-être que je suis encore, je vais dire carnivore, en tout cas non végétarienne. Alors, c'est pas un jugement de valeur du tout, c'est simplement qu'on sait que c'est très vertueux d'être végétarien, un minimum végétarien. Est-ce que j'en profite comme tu as donné déjà quelques exemples, est-ce que toi, tu as un éco-geste que tu partages avec tes filles, même si elles sont grandes? Sur l'éco-geste généraliste. Un éco-geste généraliste. Ouais, alors pour moi, c'est le fait de prendre le temps de respirer et de regarder le ciel. Et alors, on se le propose quand on est ensemble. Et le fait simplement de prendre le temps de discuter et d'être à l'extérieur quand on est en train de marcher à pied, de prendre le temps, c'est-à-dire de ralentir, d'avoir une vitesse très, 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 très minimale pour pouvoir profiter de tout ce qui nous entoure. Ça paraît être un geste complètement anodin, mais moi, ça m'a réconcilié sur beaucoup de choses, et je pense que mes filles également. Ça leur fait du bien. Oui, et un éco-geste, là, plutôt numérique. Alors, l'éco-geste numérique, moi, j'insiste auprès d'elles sur la question de l'entretien des appareils, qui va favoriser l'allongement de la durée de vie, évidemment, des mêmes appareils. Ce que je leur dis souvent, c'est qui veut voyager bien ménage sa monture, et elles en sont persuadées. Je considère, étant donné la difficulté qu'on a à fabriquer un appareil, on ne l'a pas évoqué, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de souffrance derrière. On devrait on devrait présenter nos appareils sur des écrins comme des bijoux, tellement ils sont précieux. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, les présenter comme un écrin, et puis sur un écrin, et surtout considérer qu'on doit vraiment les bichonner. Ça ne veut pas du tout dire être fétichiste, absolument pas. Je ne suis pas amoureuse d'un objet. Mais par contre, je vais en prendre soin pour allonger la durée de vie. Voilà, je vais respecter pour allonger la durée de vie, mais aussi pour respecter les personnes qui ont fait en sorte que je puisse avoir cet appareil dans les mains et que je puisse avoir des fonctionnalités qui sont assez extraordinaires. Pour ça, que ce soit enfant ou adulte, en fait, on ne veut pas voir, peut-être pour une question de déni ou une question de méconnaissance de la façon dont toutes les matières premières sont extraites. Voilà, il y a plein de reportages qui sont faits. Je rebondis sur ton podcast qui est magnifique, et si vous ne l'avez pas encore écouté, écoutez les différents épisodes de Loin des yeux, loin du cœur, et voilà, qui donne la parole à des enfants un peu partout dans le monde. Est-ce que tu veux expliquer la genèse de ces épisodes, ce qui est important pour toi, les messages que tu veux faire passer? En quelques mots, effectivement, avec moi, en quelques mots, c'est difficile, mais oui, là, je vais faire l'exercice. Non, ce qui est intéressant, alors c'est vrai que le but, c'était
mettre en lumière en fait les travailleurs de l'ombre de l'électronique. Ça, c'était vraiment le but à atteindre. L'idée, c'était ça, c'était les faire parler parce qu'ils n'en ont pas la possibilité. Effectivement, il s'agit parfois et souvent, malheureusement, d'enfants, en tout cas de personnes jeunes, et donc parfois qui ont le même âge que les enfants qu'on a vus ce matin dans le cadre de l'atelier. Donc l'idée, c'était ça, c'était de mettre en valeur ces travailleurs et surtout le cycle complet de vie. C'est-à-dire effectivement au niveau d'extraction, donc faire parler des creuseurs, des mineurs. Ensuite, faire parler aussi des gens qui travaillent dans des firmes d'assemblage. Faire parler aussi des personnes qui sont au niveau de la phase d'usage, notamment, alors ça sera le dernier, il n'est pas encore paru, notamment les modérateurs de contenu, par exemple. Et puis, sur la dernière phase du cycle de vie, à savoir la fin de vie, la question des salvagers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les récupérateurs de déchets électroniques, notamment. Et là, donc, en gros, pour résumer, ce cycle de vie complet, là, il est finalement illustré par les 4 épisodes qui sont sortis jusqu'à ce jour. Un premier épisode alors c'est dans l'autre sens, c'est à l'envers, mais peu importe. De toute façon, tout cycle n'a pas de sens. Enfin, un petit peu quand même. Mais donc, on a commencé par la fin de vie avec le Ghana. Ensuite, on a continué par une question sur les firmes d'assemblage, donc Foxconn notamment en Chine, grosse firme d'1 million de salariés, d'ouvriers. Ensuite, on est reparti dans les mines de RDC, donc République démocratique du Congo. Et puis ensuite, on est parti au Pérou pour parler du déplacement de population. Quand, par exemple, il y a une mine qui est installée, donc on déplace la population avec différents moyens. Et puis, moyens violents, bien entendu. Et puis, le dernier, donc, qui sera un modérateur de contenu, notamment modérateur de contenu qui se situe parfois à Manille et dans le monde entier, hein, et qui essaie de veiller à ce que nos réseaux sociaux soient quand même un tout petit peu propres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de violence, et c'est le moins qu'on puisse dire. Des gens qui vraiment, ce qu'on appelle, on les appelle les mangeurs de péché, les mangeurs et mangeuses de péché. En tout cas, c'est une des autrices qui a utilisé le texte qui parle de ça. C'est une jolie expression, malheureusement. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans ce podcast-là, c'est qu'on fait parler des enfants, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'on a pris des textes d'auteurs et d'autrices de bouquins, et puis, avec leur accord, etc., maintenant on les connaît tous, et on a fait parler des enfants, donc en général, qui ont je crois le plus jeune avait 11 ans, il me semble. Et puis, il y a une seule exception qu'on a faite, c'était sur l'épisode sur la RDC, la République démocratique du Congo, où effectivement, on a pris toujours un gamin de 11 ans qui vraiment lisait de manière extraordinaire. Et par contre, à la fin, il y avait toute une question sur le viol des femmes. Et là, c'était vraiment non seulement très violent, mais en plus pas forcément approprié dans la bouche d'un jeune garçon de 11 ans, de parler du viol des femmes, etc. Donc là, j'ai fait une exception et j'ai pris quelqu'un de plus âgé. Voilà, exceptionnellement, et une femme notamment, ça me semblait plus approprié de parler de ça. Donc en gros, voilà, c'était parce que c'était vraiment pour moi un challenge important, une volonté de faire parler des enfants, en tout cas et des travailleurs qui sont aussi des adultes, mais souvent malades, souvent meurtris, qui ont une vie douloureuse finalement, de les faire parler pour qu'on puisse, nous, avoir cet écho-là et puis se dire, en fait, est-ce que je vais peut-être y penser dans ma vie quotidienne? Moi, à titre personnel, j'y pense maintenant depuis que j'ai découvert ce truc-là, hein, cette espèce de façon de fabriquer les choses, dans cette mondialisation violente. J'y pense maintenant tout le temps. Ça m'habite. Et ça me permet aussi peut-être d'allonger la durée de vie de mon matériel, tout simplement aussi. Hein. C'est pas uniquement sentimental. C'est aussi les minerais de sang qui sont dans mon smartphone. Est-ce que j'ai envie d'avoir une double ration? Pas forcément. Voilà. Ça permet d'éclairer ça. Et puis c'est illustré aussi. J'étais ravie de faire ça parce que c'est illustré avec des musiques du cru, du coin, et qui sont en général aussi avec des textes qui sont vraiment liés à la problématique traitée. Donc en RDC, c'est vraiment un musicien qui dit sans Congo, il n'y a pas de téléphone, c'est No Congo, no phone. L'épisode sur la fin de vie, c'est Welcome to Sodom, c'est une musique qui a été créée pendant le film, un espèce de petit studio en plein milieu de la décharge. C'est un truc incroyable, c'est une grande poésie. Et puis un rap super là, pour mes modérateurs de contenu irlandais, mais je vous dirai pourquoi
vous découvrirez en même temps, etc., etc. Et puis au Pérou, pareil, il y a plein de choses. Et puis, voilà. Donc il y a urgence à les écouter, en tout cas pour justement ne plus être dans cet esprit de déni et de prise en compte, que ce soit auditeur, alors, plutôt en cible adulte. Hein, il faut avoir un peu la foi, hein, pour entendre, enfin, certainement, ouais. pour assumer cette phase-là qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'a pas appris. Et c'est aussi une des volontés via le podcast, le tien ou le mien, d'avoir justement cet axe de sensibilisation, de prise en compte pour dire non, maintenant, on ne peut pas dire vous ne saviez pas que ça existe. Et du coup, d'agir de façon plus responsable au niveau des entreprises par rapport aux achats. Hein, peut-être qu'on devrait le faire écouter à tous les acheteurs de matériel informatique pour éviter d'être dans une surconsommation qui, au-delà des matériaux vont se terminer, il y a aussi tous les enjeux sociaux qui sont liés à ça. Ouais, sociaux, humains, droits humains, bafoués. Et est-ce que tu as un invité auquel tu penses pour un prochain épisode de Marqueur? Alors, off the record, je te donnerai son nom volontiers et tout ça, mais la petite piste que je pourrais avoir qui serait intéressante à mon avis pour toi et pour ton podcast, justement, c'est un étudiant que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est dans une école justement du marketing, il faut l'apprendre, le marketing digital. Il est en fin de cursus et je l'ai trouvé très mature par rapport à cette problématique-là de durabilité et autres. Et je trouvais que vis-à-vis de face à son travail, à son activité future qui est vraiment dans les quelques mois, hein, je trouvais qu'il avait effectivement une façon de se poser des questions qui était très juste et en même temps il tient à son métier, cette discipline qu'il apprécie. Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi de pouvoir se dire c'est quelqu'un qui va commencer son activité dans ce domaine-là, comment il envisage tout ce qu'on est en train de dire. Et puis en plus, chose qui est intéressante, c'est qu'il n'a que 25 ans, contrairement à moi. Donc je pense que ça peut être une bonne piste. Donc future génération et en même temps génération qui a grandi dedans. Oui, contrairement à nous, on a eu notre premier smartphone dans les mains assez tardivement. Donc ça peut être totalement intéressant d'avoir aussi sa vision des choses. Donc off the record pour le nom. Oui, absolument. Oui. Est-ce qu'il y a un autre point très rapidement que tu aimerais ajouter sur nos échanges? Il y en aurait plein. Hein. Moi, je rêve, oui, peut-être que je vais terminer, ou en tout cas de soumettre une petite réflexion par rapport à ton métier, ou en tout cas le métier de quand on fait du marketing ou de la communication. Il y a une chose moi, dont je rêve, en fait. C'est, donc, si quelqu'un m'entend, et j'espère beaucoup avec ton aide là, c'est quelle est la personne ou l'agence qui pourrait, en tout cas, la personne plutôt qui aurait un slogan magnifique à m'apporter pour arriver à louer finalement le côté rebelle qu'on devrait tous avoir, c'est-à-dire à mettre vraiment un petit peu comme choisir un slogan magnifique pour louer le fait d'être rebelle, parce qu'il faut, je pense, être un tout petit peu rebelle pour faire de la durabilité. Je crois qu'il faut appeler un chat, ça c'est certain. Clairement, je crois que ça vraiment c'est une plaie des éléments de langage. Donc le marketeur, ou en tout cas le communicant qui aurait de magnifiques idées pour vanter la rébellion, mais au sens positif du terme, je serais très curieuse de le rencontrer ou de la rencontrer. Et puis peut-être il faudrait ringardiser aussi un tout petit peu les réseaux sociaux pour qu'on soit un peu plus devant le ciel et un petit peu moins sur nos écrans. Je crois que moi-même qui fais des efforts et qui suis beaucoup moins connectée que plein de gens sur la partie mobile, moi j'ai choisi mon camp, c'est d'être pas connectée en mobilité. C'est un choix totalement personnel, c'est pas du tout... j'en suis plus heureuse comme ça, mais je crois que là, on est un peu coincé. Je pense qu'il faudrait vraiment se libérer de cette chose-là. Et je terminerai, si tu le permets, par un mouvement que j'aime beaucoup, que je suis un petit peu de près, là, qui est plutôt aux États-Unis, mais qui, je pense, ne saurait tarder ici. C'est le mouvement Log Off, que je regarde de près. Notamment, j'ai observé aussi quelque chose qui s'appelle Technically Politics, et qui est un mouvement des filles, en l'occurrence, ça pourrait être des garçons, peu importe. Elles ont à peine 15-16 ans et elles ont décidé qu'elles étaient trop dans la contrainte, elles étaient trop dans l'addiction par rapport à leur téléphone portable. Et du coup, elles ont décidé de switcher
Donc, elles ont fait une solution de revenir sur des anciens téléphones qui ne permettent pas la smartitude, c'est-à-dire donc la connexion, de manière à pouvoir avoir beaucoup plus de temps entre elles pour discuter, lire, passer des moments tranquilles, etc. Alors qu'on voit les groupes de jeunes de plus en plus être effectivement ensemble, mais avec leur téléphone interposé. Et donc, cette log-off revolution m'intéresse beaucoup et de près. Je suis ça. Et ils ont aussi même fait des petits témoignages en vidéo sur pourquoi j'ai décidé de me déconnecter, pourquoi j'ai senti que l'addiction n'était pas bonne pour moi. Voilà, c'est des gens qui parlent d'eux-mêmes. Et c'est vraiment la génération qu'on doit absolument écouter, et pas nous un petit peu peut-être encore, mais surtout c'est eux et elles qu'on doit écouter vraiment, quoi, pleinement, parce que c'est ça qui va nous apporter, qui sont vraiment en tension entre le côté natif, digital native, et puis comme tu le disais, le côté porteur d'espoir. Donc ils ont certainement des réponses, et nous, il faut qu'on continue à nous poser des questions. On va suivre si cette tendance arrive en France et à quel niveau. J'aimerais. Ok, merci beaucoup, Béla. De rien, je t'en prie, merci beaucoup pour ton invitation et bonne suite, bonne vent à Marqueur. Ouais. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.